bitcoiners ou des gens dans la crypto qui disent grosso modo les banques, on va faire sans les banques, forcément t'es un peu méfiant aussi. Aujourd'hui, la quasi-totalité des banques en France travaillent en arrière-plan sur des projets crypto. Ou finalement, quand une plateforme recevait son enregistrement PSAN, son banquier se disait « mais attendez, mais en fait c'est une boîte crypto ça !» Du coup, oula, on arrête tout de suite. Donc l'objectif c'est d'avoir dans la même application votre compte courant classique avec un IBAN français, avec une carte bleue, et dans la même app, ton wallet crypto. Et ton vrai wallet crypto. Les gens se passent les noms de banquiers comme on se passerait des noms de dealers pour dire vas-y cette banque-là, c'est des boîtes crypto, t'inquiète. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour un nouveau podcast, une vidéo concept toujours spécial qui s'appelle Mythes et préjugés. Et aujourd'hui, on accueille Claire Balva, VP stratégie chez G-Block. Hello Claire. Salut, merci de m'inviter. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. L'été se passe bien ? Très bien pour l'instant. Ok, trop cool. Alors aujourd'hui, je t'accueille dans ce podcast et cet épisode pour parler du sujet banque et crypto-monnaie, qui est un gros sujet, puisqu'on entend beaucoup de mythes à ce sujet, comme quoi les banques détestent la crypto, comme quoi les banques ne veulent pas des entrepreneurs crypto. Toi, tu as été entrepreneuse dans la crypto. Aujourd'hui, G-Block, vous faites aussi partie de cet écosystème-là. Donc, je pense que tu étais la bonne personne pour répondre à toutes mes questions. Super. Et, et on va commencer par la base du sujet, avant même de parler de mythes. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas, en fait, qu'est-ce que c'est une banque ? Pourquoi est-ce qu'on considère une banque banque ? Alors, une banque, c'est un... Je résume, bien sûr, oui, mais c'est une entreprise. Donc, c'est un établissement qui va détenir l'argent pour vous. Donc, vous allez... Alors, aujourd'hui, l'argent est surtout numérique. Donc, forcément, vous allez avoir des euros dans un compte bancaire. Donc, ça va être, par exemple, un compte courant. Souvent, ces établissements vont vous proposer des facilités de paiement. Donc, vous allez avoir une carte bleue, par exemple. Et puis, c'est des entreprises qui ont tout un tas d'activités. Par exemple, elles vont proposer des services d'épargne. Donc, vous allez pouvoir placer votre argent, toucher des intérêts. Elles vont vous proposer des emprunts. Donc, vous allez pouvoir emprunter de l'argent contre, là aussi, des intérêts que vous allez cette fois payer à la banque. Donc, c'est des entreprises qui vont chercher la rentabilité, là aussi, il faut se le dire, qui vont vous permettre de gérer vos finances, gérer votre argent. En tout cas, ici, je parle d'euros et souvent de produits financiers aussi assez traditionnels. Ok. Et est-ce que on voit plusieurs types de banques? Donc tout ce que tu viens de citer, tous ces services-là, il y a plusieurs types de banques qui les proposent. Il y a les banques, on va dire, un peu traditionnelles, comme, je sais pas, BNP, Caisse d'épargne, Crédit Lyonnais, etc. Et puis, il y a des banques un peu plus en ligne, je dirais. Et puis, il y a carrément des néobanques maintenant. Est-ce qu'il y a des différences entre ces trois catégories ou c'est juste une notion de branding, d'image ? Alors, il y a des différences. En fait, ces différences, elles se sont créées avec l'arrivée d'Internet, principalement, et du monde numérique. Donc, les banques traditionnelles, telles qu'on les avait, par exemple, dans les années 90, c'était des banques avec des agences. Ça existe toujours, d'ailleurs. Et les agences ont souvent un rôle important dans plein de territoires. Et donc, c'était des banques, qui avaient, je dirais, des services en ligne relativement limités. Aujourd'hui, bien sûr, elles les ont complétés. Donc, souvent, elles proposent les deux services. Donc, à la fois les agences, mais aussi, par exemple, une application mobile sur laquelle vous allez pouvoir retrouver vos comptes, etc. En fait, les banques en ligne, puis les néobanques, sont arrivées avec une expérience utilisateur digitalisée. Et donc, souvent, une absence d'agence. Okay. Quand vous prenez les banques en ligne qui se sont créées, les Boursorama, ING, etc., sont des banques qui n'ont pas d'agence, qui souvent d'ailleurs dépendent de banques traditionnelles en fait. Vous avez par exemple Boursorama, c'est une entité qui va dépendre là aussi d'une banque traditionnelle. Ça doit être Société Générale, je crois, on vérifiera. Donc en fait, ces entités-là, ces banques en ligne, elles sont arrivées effectivement avec souvent une optique de concurrencer les métiers traditionnels. Aujourd'hui, on voit plutôt que ça se complète. C'est-à-dire que vous avez une expérience sur le terrain avec des agences qui connaissent très bien leurs clients, avec des conseillers. Et puis, cette expérience complètement digitalisée qui aujourd'hui conquiert un public beaucoup plus important et beaucoup plus jeune. Donc, c'est aussi des structures de coûts assez différentes, puisque vous avez moins de coûts quand vous n'avez pas d'agence. Oui, et puis je pense que ça dépend. Du coup, les banques en ligne ne s'adressent pas aux mêmes personas que les banques traditionnelles, peut-être. Non, souvent, c'est vrai que c'est un public plus jeune, plus adepte du numérique. Mais aujourd'hui, vous avez encore plein de gens, par exemple, qui sont contents d'aller en agence bancaire, qui ont besoin d'agence. Oui.
Et puis, les banques en ligne ne sont pas réservées aux jeunes, hein. Il y a plein de personnes âgées aujourd'hui qui utilisent des applications mobiles bancaires. Ok. Et il y a une autre catégorie de banques dont on n'a pas parlé là, c'est la banque centrale. En fait, moi, je ne connaissais pas son existence jusqu'à ce que je rentre dans les crypto-monnaies. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est parce qu'il y a plein de gens qui, pour eux, ne voient que les banques en fait, qu'on appelle commerciales. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la banque centrale et quel est son rôle vis-à-vis de ces banques dont on vient de parler? Alors, la banque centrale, effectivement, elle a un rôle complètement différent, puisque une banque commerciale, c'est la banque avec laquelle vous allez interagir. Généralement, en tant que citoyen, vous allez avoir des comptes chez une banque commerciale. Vous n'avez pas de compte à la banque centrale. En tout cas, pas encore. Et donc, la banque centrale, son rôle, grosso modo, c'est de gérer la monnaie. De gérer, par exemple, ce qu'on appelle les taux directeurs, donc qui sont des taux qui vont déterminer, par exemple, quel va être le pourcentage auquel les banques commerciales vont vous permettre d'emprunter de l'argent. Donc, elle va faire en sorte que la politique monétaire, mettons en Europe, si je parle de la BCE, soit la plus stable et la plus intéressante possible pour l'économie de la zone monétaire en question. Donc, c'est elle, par exemple, qui va mettre en place des choses pour lutter contre l'inflation. En tout cas, c'est son objectif. Elle ne réussit pas toujours, mais c'est l'objectif. Et donc, c'est aussi un organe qui est souvent critiqué parce que dans la crypto, par exemple, on va reprocher à la Banque centrale d'aller d'émettre un peu trop d'argent ou d'échouer dans son rôle de lutte contre l'inflation. Alors, c'est aussi un organe qui est parfois critiqué parce qu'elle a une forme d'indépendance, mais cette indépendance veut aussi dire que c'est pas un établissement pour lequel on va élire des personnes. Donc l'aspect démocratique et transparent des banques centrales est là aussi souvent critiqué dans la crypto. Ok. Et ces critiques, vous, chez D-Block, vous en avez fait un peu une force, entre guillemets, surtout au niveau crypto, gestion des wallets, etc. On en a un peu parlé, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi D-Block? Et est-ce que vous êtes une banque ou pas du tout? Alors, D-Block, c'est le premier compte courant qui est adossé à un vrai portefeuille crypto. Donc, l'objectif, c'est d'avoir dans la même application votre compte courant classique avec un IBAN français, avec une carte bleue, avec des virements instantanés, en fait, tout ce qui va bien, tout ce que tu utilises au quotidien. Et dans la même app, ton wallet crypto. Okay. Et ton vrai wallet crypto, pas juste une exposition comme une plateforme d'échange où on détient les cryptos pour toi. Okay. Donc, c'est d'avoir vraiment les deux dans la même application. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le terme banque, aujourd'hui, il est régulé. Et donc, pour dire que tu es une banque, il faut avoir une licence d'institution de crédit. Nous, on a une licence qui s'appelle EME pour établissement de monnaie électronique. Okay. Et donc, juridiquement parlant, on ne peut pas dire qu'on est une banque. Néanmoins, effectivement, on a ce fameux compte courant qui ressemble pour la plupart des gens à ce qu'ils attendent d'une banque traditionnelle. Donc, c'est aussi pour ça que plein de gens disent qu'on est une banque. Tu as plein d'autres établissements, tu vois, des Lydia, par exemple, qui ont le même genre de licence que nous, okay, qu'on assimile à des banques. Qui juridiquement n'ont pas le droit de dire qu'elles sont des banques. Donc d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tu as une course à la communication chez ces entités-là pour arriver à dire qu'elles sont des banques sans dire qu'elles sont des banques. Okay. Donc tu dis, souvent on dit on fait mieux que les néobanques ou parfois elles disent mieux qu'une banque, okay, mais tu n'as pas le droit de dire que tu es une banque. Que tu es une banque. Ok, parce que tu n'as pas cette licence-là dont tu parlais. Et cette licence, elle est... comment est-ce qu'il faudrait faire pour l'avoir? Je veux dire, en fait, il faut juste passer 2 ans à monter des dossiers, à discuter avec le régulateur. Okay, c'est une licence qui est un peu compliquée et longue à obtenir et qui demande aussi beaucoup d'investissement. Et c'est une licence qui, derrière, te permet de par exemple, proposer des crédits, de proposer des prêts. Ok. Et c'est une vocation que vous avez avec D-Block d'aller dans ce sens-là ou au contraire Oui, bien sûr, mais forcément, ça met du temps et c'est long terme. Et nous, aujourd'hui, on veut vraiment... tu vois, on a sorti un produit qui marche et donc notre but, c'est d'abord de faire en sorte que ce produit soit le plus parfait possible, répondre aux exigences de nos utilisateurs avant d'aller chercher des choses additionnelles. Tu vois, il faut déjà être... En fait, quand on entreprend, il faut être bien concentré sur une chose et pas faire 1000 choses à la fois. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte. Je trouve que quand on est utilisateur d'un produit, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de construire le produit que en fait nous on va utiliser puisque moi je le vois aussi, c'est pas du jour au lendemain on demande au tech de dev quelque chose et ça y est c'est magique, ça prend beaucoup de temps. Ça serait bien mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, rentrons un peu plus dans le vif du sujet des banques et des cryptos maintenant qu'on a les bases.
on dit souvent que les banques détestent les crypto-monnaies. Alors déjà, est-ce que tu sais d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que vraiment les banques détestent la crypto? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que ça vient, je sais pas, de quelqu'un qui a raconté une anecdote particulière et après ça s'est propagé? Alors déjà, forcément, c'est un gros raccourci. Pourquoi? Parce que les banques, en général, déjà, c'est pas un ensemble homogène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que toutes les banques sont pareilles et on ne peut même pas dire d'ailleurs qu'au sein d'une banque, tout le monde pense pareil. Et donc, il y a plein de subtilités et de nuances à apporter derrière ça. Alors, pourquoi on dit souvent que les banques détestent la crypto? Parce que les banques, je le disais tout à l'heure, c'est des entreprises qui vont chercher la rentabilité et c'est des entreprises qui, aujourd'hui, travaillent sur une monnaie qui est l'euro si tu es en Europe, le dollar si tu es aux États-Unis, etc. Et donc, le fait d'avoir tout un tas de flux financiers qui passent hors de leur périmètre, parce que ça se passe désormais chez des acteurs crypto, ça ne va pas du tout dans leur intérêt économique. Oui. Donc, en fait, c'est une menace un peu... Exactement. Donc, je pense qu'elles le perçoivent en partie comme une menace. Elles le perçoivent aussi comme une menace parce que, il faut le dire, tu as un certain nombre d'acteurs crypto qui sont anti-banques depuis le début. Tu vois, tu as quand même une forme de défiance dans le monde crypto envers les banques en général, que ce soit commerciales ou des banques centrales. Donc forcément, quand tu te mets à la place d'un banquier et que tu as en face des bitcoiners ou des gens dans la crypto qui disent grosso modo « Ah bah les banques, on va faire sans les banques », bon, forcément, t'es un peu méfiant aussi. Okay. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et après, je dirais que tu as aussi eu plein d'actions stratégiques des banques qui font qu'on en est arrivé à la conclusion que les banques n'aimaient pas la crypto. Je pense par exemple au fait que les banques ont, pour beaucoup, choisi de ne pas ouvrir de compte bancaire à des entreprises crypto. Ou alors de commencer à aller être très pénible envers des gens qui avaient des flux qui arrivaient sur leur compte bancaire depuis des plateformes d'échange, pour leur demander des justificatifs de la provenance des fonds, etc. Et donc, cette réticence des banques à interagir avec l'univers crypto, que ce soit des professionnels ou des particuliers, forcément, ça nous amène dans le monde crypto à dire, en fait, les banques, elles sont archi pénibles sur la crypto. Ce qui est vrai, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart des banques commerciales, en fait, elles bossent en arrière-plan sur des sujets crypto. Elles bossent sur des offres crypto à proposer à leurs clients. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière les conseillers qui disent « Non, monsieur, vous pouvez pas recevoir votre argent d'une plateforme d'échange ?» En fait, le conseiller, il voit aussi bien que son client en face. Il dit « Bah ouais, mais moi, monsieur, j'ai envie d'acheter du bitcoin. Comment je fais? Vous me proposez pas, c'est chiant. » Et donc, ce conseiller-là, il remonte l'information. Et à un moment, quand tu es directeur commercial d'une banque et que tu as tous tes commerciaux qui disent « En fait, nos clients fortunés veulent tous investir en crypto », tu es obligé d'aller proposer des produits parce que sinon, tu loupes une opportunité commerciale. Et encore une fois, les banques, c'est des entreprises qui cherchent la rentabilité. Et dans ce truc-là, on entend souvent parler, nous, dans l'écosystème crypto, de Société Générale Forge. Est-ce que c'est une... Donc, il me semble que c'est donc une entité de Société Générale ou un département. C'est eux qui vont proposer des services crypto, justement. Quel rôle ils jouent dans ce truc-là? Alors, Société Générale Forge, ils ont eu assez tôt un rôle de laboratoire d'innovation, je dirais, au sein du groupe Forge. Donc, ils ont mené tout un tas d'expérimentations, de projets de tokenisation, aussi de tokenisation d'actifs réels. Je ne sais pas à date si c'est Forge qui va porter les services crypto de Société Générale ou si ça va être porté par une autre entité dans le groupe. Je pense qu'il y a probablement des questions légales autour de ça. Ils n'ont pas fait d'annonce là-dessus à ma connaissance, donc on ne sait pas. Mais c'est vrai que Société Générale Forge, par exemple, a été la première à avoir l'agrément PSAN. Donc ça laisse imaginer que Société Générale Forge va pouvoir porter un certain nombre d'activités. Ok. Et tout à l'heure, tu disais aussi que les banques, qu'il fallait pas mettre toutes les banques dans le même panier, que ça dépendait des banques, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des banques qui sont plus friendly au fait je sais pas, d'envoyer de la crypto ou de recevoir enfin, pas de la crypto, mais du fiat qui vient d'une plateforme d'exchange, par exemple, ou des choses comme ça? Oui, c'est dur de répondre à cette question parce que, en fait, souvent, ça change. C'est-à-dire que tu as des classements. Je sais que tu as certains sites crypto, par exemple, qui faisaient des classements de banques crypto-friendly en disant avec celle-là, ça se passe bien, avec celle-là, c'est horrible. Ils recueillaient des témoignages, d'ailleurs, de gens qui étaient chez toutes ces banques. Et en fait, c'est dur de répondre parce que moi, par exemple, je connais des gens qui vont être chez telle ou telle banque, ils vont avoir la même banque, et en fait, il y en a un qui va avoir des problèmes et l'autre pas. Donc, ça peut dépendre de ton conseiller, ça peut dépendre du montant, ça peut dépendre de ton historique. Et donc, c'est très compliqué de savoir quelle est la politique exacte de la banque sur ces sujets-là. Je sais qu'il y a certaines banques qui ont été très réticentes sur les sujets crypto. Par exemple, Crédit Mutuel ou Crédit Agricole sont assez connus pour être globalement pas très crypto-friendly. Mais tu as aussi des banques qui se revendiquent crypto-friendly.
mais qui pour autant, à un moment donné, vont avoir des problèmes, tu sais pas pourquoi, et vont refuser tous les paiements par carte bleue vers des exchanges. Ok. C'est quoi tous ces problèmes? C'est que, je veux dire, à quel point une banque, elle peut nous embêter parce qu'on essaye d'envoyer de l'argent vers un exchange crypto ou de recevoir de l'argent d'un exchange? Tu veux dire pour quelles raisons elles font ça? Bah non, je veux dire, par exemple, si moi je veux envoyer de l'argent vers un exchange et que ça me refuse ma carte bleue, bon, c'est un fait, ça va pas m'arranger, je vais peut-être me retourner vers d'autres banques, mais j'aurai toujours ce compte-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres, par exemple, est-ce que ça arrive des fois qu'elles ferment des comptes à cause de ça? Oui. Je parle à des particuliers pour le coup plus qu'à des professionnels. Oui, alors oui, effectivement, tu as des problèmes de refus de paiement. Tu vois, moi, par exemple, il fut un temps, j'avais un compte chez LCL, j'avais essayé d'envoyer de l'argent sur une plateforme d'échange. Et effectivement, on me demandait sans arrêt des justificatifs, d'aller signer des décharges, etc., ce qui était quand même très fastidieux. Et on me refusait les virements en ligne quand j'essayais de les faire. Donc ça, c'est le premier cas, on va dire, basique. Maintenant, tu as des cas un peu plus avancés où, comme tu le dis, il va y avoir des menaces de fermeture de compte, voire carrément des fermetures de compte. Souvent, ça n'arrive pas juste parce que tu as fait un virement de 1 000 € vers un exchange. Ça arrive plutôt parce que tu as reçu, par exemple, de l'argent d'entités qui sont flaguées comme liées à la crypto, donc ça peut être des exchanges ou autres. Typiquement, si tu es dirigeant d'une boîte crypto, par exemple, ça arrive, il y a des dirigeants dans l'écosystème crypto qui se sont fait fermer leur compte personnel parce que tu as ton salaire qui arrive sur ton compte et ça vient d'une boîte crypto. Et donc, ça angoisse la banque qui se dit « Attends, c'est peut-être de l'argent qui vient de la drogue ou du terrorisme, on ne sait pas ». Et donc là, tu peux avoir des fermetures de compte. Ça peut aussi arriver, si tu as un historique un peu compliqué avec ta banque, que la crypto soit le déclencheur. Mais voilà, c'est peut-être parce que tu as eu aussi trop de découvertes avant, ou que tu as vraiment fait des investissements massifs, ou que tu as reçu de l'argent massivement venant d'exchange. Donc voilà, mais ça, je dirais que ça reste des cas particuliers, heureusement. Des cas spéciaux, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire fermer votre compte si vous envoyez 10 € ou récupérez 10 €. Sinon, débloquez-la pour récupérer, il n'y a pas de problème. Très bien, nickel. Et du coup, donc, tu parlais au début qu'il y a... Tu penses que, donc, Société Générale Forge, par exemple, ils ont ce département un peu innovation. Est-ce que, quelque part, la crypto, c'est pas une opportunité aussi pour les banques, puisque le mythe 2, c'est que les banques considèrent la crypto comme une menace. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, elles pourraient aussi prendre ce pas-là et rentrer, proposer des services crypto, c'est ce qu'elles font, bien sûr. Travailler sur ces sujets-là, etc. Oui, bien sûr, c'est ce qu'elles font. Aujourd'hui, la quasi-totalité des banques en France travaillent en arrière-plan sur des projets crypto. Elles ont mis beaucoup de temps à le faire parce que pendant longtemps, elles ont eu des départements innovation qui ont fait de la blockchain et pas de la crypto, par exemple. La crypto, ça restait un sujet très, très politique au sein des banques. Au point que tu as des gens, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de formations chez des banques, et donc j'avais des gens parmi mes clients qui me disaient ouais, moi j'ai de la crypto, j'adore la crypto à titre perso, mais en interne, j'en parle pas trop parce que je vois bien que ça m'apporte que des ennuis. Donc, en fait, tu avais une espèce de chape de plomb comme ça qui faisait que quand tu parlais de crypto au sein des banques, tu avais même un énervement qui était presque personnel, tu vois, presque épidermique. Moi, j'ai fait des sessions de formation où vraiment, tu avais des mecs qui gueulaient, quoi, qui disaient, mais vous vous rendez compte à quel point c'est scandaleux, ça finance le terrorisme, on a des alertes d'Interpol ou d'Europol ou je sais pas quoi. Et en fait, c'était lunaire, c'est-à-dire que c'était des gens qui connaissaient très peu le sujet, mais qui avaient beaucoup de préjugés, mais c'est des préjugés qui les touchaient, je pense, personnellement. Et je pense qu'ils avaient l'impression que les cryptos étaient une vraie menace pour leur métier, que c'était un danger pour le monde, ils le vivaient vraiment comme ça. Et donc, ça a mis très longtemps avant qu'il y ait une sorte d'acceptation aussi, que les préjugés soient un peu déconstruits, et qu'on arrive à des choix économiquement rationnels en fait, pour ces entités-là, qui sont de proposer les services que veulent leurs clients, quoi. Ok. Et tu connais, je te pose la question comme ça, mais tu connais des initiatives que font les banques un peu en arrière-plan, qu'elles essaient de mettre en place, je sais pas moi, est-ce qu'elles veulent faire des stablecoins, est-ce qu'elles veulent faire, je sais pas, un AAV version banque, tu vois? Ouais, alors ça pas encore, mais ça viendra. Oui, tu as des initiatives de création de stablecoins, notamment maintenant avec l'arrivée de la réglementation MiCA, qui va imposer aux acteurs qui émettent des stablecoins d'avoir des licences que non, globalement, que les établissements financiers comme les banques ou des blocs ou quelques autres. Mais globalement, les banques ici ont un avantage compétitif important pour créer des stablecoins. Donc, je pense que ça fait partie de certains projets en arrière-plan. Société Générale l'a déjà fait, par exemple. Et puis, tu as d'autres projets de création d'offres d'investissement qui ont été, je dirais, déclenchés par l'arrivée des ETF Bitcoin, même si ça faisait longtemps que les banques y réfléchissaient. Les ETF ont vraiment légitimé le sujet.
au sein des banques pour le faire valider politiquement. Puisqu'ils se sont dit, OK, si aux États-Unis, ils ont des fonds, s'ils ont des fonds ETF sur Bitcoin, nous aussi, on peut proposer ça. Pour certaines, ça va être réservé dans un premier temps à une clientèle un peu fortunée. Clientèle de leur banque d'affaires, etc. Mais ça arrivera, je pense, petit à petit auprès du grand public. Je pense aussi que tu as certaines banques qui vont racheter, par exemple, des plateformes crypto. Petites ou moyennes ou grandes, mais on devrait avoir aussi des mouvements de fusion-acquisition dans ce secteur-là. Comme KPMG avait racheté à l'époque la boîte que tu avais montée. Ouais, voilà. Bon, c'était pas exactement la même activité, mais oui, c'est ça. Ok. Et il y a un autre mythe qui est que les banques fonctionnent entièrement en dehors du système bancaire. Que les cryptos, fonctionnent en dehors entièrement du système bancaire. Et c'est un mythe que je trouve qu'on voit plus dans les cryptos maxi, si je peux dire comme ça, puisque ils sont en mode, certaines personnes disent que dans tous les cas, la crypto c'est l'avenir, les banques c'est nul, ça sert à rien. Est-ce que vraiment aujourd'hui la crypto peut fonctionner en dehors du système bancaire ? Alors, elle peut, mais elle va avoir du mal à s'étendre parce que le système bancaire aujourd'hui, c'est vrai, est ultra dominant en fait, dans le monde économique et financier. Et donc, si tu veux ne fonctionner qu'en crypto en dehors du système bancaire, il faut quand même être sacrément pirate, quoi. Il faut être très motivé, il faut être un peu tech. Et il faut aussi te créer ton écosystème de services, de commerçants. Donc, c'est pas évident. Aujourd'hui, le fait est qu'il y a plein d'interactions entre la crypto et le système bancaire. Parce que déjà, quand tu achètes toi de la crypto en tant que particulier, tu utilises à un moment ton compte bancaire, ta carte. Voilà. Donc tu as des interactions comme ça. Les entreprises dans la crypto, elles ont des comptes bancaires parce que quand tu es une entreprise, tu as l'obligation légale d'avoir un compte bancaire. Donc tu as plein d'interactions en fait, qui existent. Je pense pas que ça va s'arrêter demain, même si on imagine demain des flux crypto qui se multiplient, qui deviennent de plus en plus importants. En fait, le monde bancaire aujourd'hui a une place telle qui va pas s'arrêter juste parce que demain il y a plein de flux en crypto. Mais même c'est comme tu disais pour le on-ramp, off-ramp, donc c'est-à-dire le fait d'acheter de la crypto ou de revendre de la crypto. Je vois pas, à part si vraiment la personne construit tout son écosystème autour de la crypto et va payer, je sais pas, ses courses en crypto, etc. Aujourd'hui, je suis même pas sûre que ce soit réellement faisable, puisque tu vois, toutes les cartes crypto, en fait, c'est des cartes qui convertissent en euros avant de donner aux commerçants. Complètement. C'est pour ça que si tu veux fonctionner uniquement en crypto, il y a quand même un nombre de contraintes très importantes parce que ça veut dire qu'il faut que tu aies tes cryptos déjà en dehors du monde bancaire. Donc soit tu as des amis qui te filent de la crypto, soit tu es mineur, par exemple. Donc, auquel cas, tu récoltes de la crypto comme ça. Et ensuite, dans tes paiements, si tu veux vraiment être indépendant du monde bancaire, ça veut dire que toi, tu payes en crypto, mais il faut que le commerçant reçoive aussi la crypto. Et ça, il n'y a quand même pas beaucoup de commerçants qui ont atteint ce niveau et qui reçoivent directement de la crypto. Donc, ça pose pas mal de difficultés dans le monde d'aujourd'hui. Sauf si tu vis au Salvador, peut-être. Voilà, sauf si tu vis au Salvador ou dans certains écosystèmes. Oui, ça, c'est possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les systèmes financiers sont ainsi faits qu'il y a énormément d'interactions entre les deux. Ok. Et est-ce que dans la crypto, il y a plusieurs aussi agréments sur par exemple, des exchanges, ils vont être PSAN, d'autres pas, etc. Et il y a des gens qui pensent que c'est un danger d'aller vers des exchanges qui ne sont pas régulés. Et d'ailleurs, en fait, ce que je me demandais par rapport aux banques, c'est est-ce qu'elles bloquent des fois les virements qui vont vers ces exchanges pas régulés ou de l'argent qui viennent de ces exchanges qui ne sont pas régulés? Alors, j'aimerais te dire que c'est aussi simple. Mais non, en fait, les banques aujourd'hui, elles n'ont pas forcément de politique extrêmement claire sur les exchanges en question. Ok, donc elles ne peuvent pas savoir, je sais pas, mais moi je vois, si c'est PSAN, ça veut dire que c'est contrôlé par l'autorité des marchés financiers, etc. Et du coup, c'est plus... C'était l'objectif. Okay. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Okay. Effectivement, l'un des objectifs au début de cette réglementation PSAN, et c'est aussi pour ça que les acteurs crypto étaient plutôt d'accord avec l'arrivée de cette réglementation, c'était de fluidifier les interactions entre les acteurs crypto et les acteurs bancaires. En fait, les acteurs crypto souffraient beaucoup du fait que le monde bancaire bloquait dans toutes leurs interactions. Et le monde bancaire disait, mais vous n'êtes pas régulé, donc c'est un gros risque pour nous, c'est pénible. Donc, les acteurs crypto ont dit, OK, on va se faire réguler, on va tous aller demander une licence à l'autorité des marchés financiers, un enregistrement en tout cas dans un premier temps.
Et comme ça, pour les banques, vous pourrez dire que c'est le régulateur qui porte le chapeau parce que c'est lui qui met son tampon. Ok. Le résultat, c'est que les acteurs crypto sont effectivement demandé leurs enregistrements auprès de l'AMF, mais que ça n'a pas changé leurs interactions avec le monde bancaire. Ok. Et donc, on a toujours eu ces fameux refus d'envoi ou de réception vers des plateformes d'échange, voire même, il y a eu des cas extrêmes où finalement, quand une plateforme recevait son enregistrement PSAN, son banquier se disait « Ah mais attendez, mais en fait c'est une boîte crypto ça !» oui, du coup, oula, on arrête tout de suite. Alors que Ok. certains exchanges qui sont pas PSAN, qui sont pas régulés, tu vois, des FTX, ou même aujourd'hui, tu as des Bybit, par exemple, qui sont sur liste noire de l'AMF, les virements sont pas toujours bloqués depuis ou vers les banques. Quoi. De red flag. Ok. Mais c'est marrant ça, parce que moi, j'avais tendance à mettre tout dans le même panier, un peu genre en mode, si c'est le secteur bancaire, je mets les banques, la régulation, et je mets tout le monde ensemble, alors qu'au final, je trouve que c'est... là, c'est hyper... Il y a les banques d'un côté, les régulateurs de l'autre, la crypto de l'autre, et c'est hyper cadré, codifié, quoi. Ouais. C'est rigolo. Et du coup, dernier mythe, donc mythe 4, un peu plus côté, si vous êtes entrepreneur, ça va vous plaire, côté entrepreneur crypto, acteur crypto. Souvent, moi, j'ai entendu que des gens qui avaient entrepris dans la crypto, le jour où les banques s'étaient aperçues que la boîte, le service ou le produit qu'ils proposaient était crypto, ils se sont fait bloquer leur compte. Ça a poussé beaucoup de gens que je connais de près ou de loin de partir carrément de France parce qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir de compte bancaire ici. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as déjà entendu aussi parler de ça? Ah oui, plein de fois. Tu l'as peut-être vécu. Alors, vous non, avez vu nous, chez Blockchain Partner, on avait la chance de ne pas faire directement de la crypto, puisque nous, on faisait du conseil aux entreprises. Donc, il se trouve qu'à un moment, on a un ou deux clients qui nous ont payé en crypto, mais c'était des petits montants. Et on n'a pas tellement eu ce sujet, en fait, avec la banque. Et puis, on avait ce nom blockchain qui, pour les banques, était moins sensible que le nom crypto. Oui. Donc, c'était plus facile pour nous. En revanche, je connais la quasi-totalité des boîtes, notamment des exchanges en France, ont eu des problèmes avec leur banque. Ouais. Tu vois, des boîtes comme Ledger, par exemple, ils ont eu des problèmes immenses avec leur banque. Ouais, alors que ils ont eu carrément des refus d'ouverture de compte chez certaines banques. En fait, globalement, tu discutes avec n'importe quel entrepreneur crypto dans la liste des PSAN de l'AMF, ils ont tous eu des problèmes avec leur banque, souvent des fermetures de compte. C'est ouf. Donc, alors que pourtant, même Ledger, pour le coup, ils ont pas c'est un produit qui aide à conserver ces cryptos, plus ou moins. Mais... Bien sûr, mais en fait, si tu veux, quand tu ouvres un compte bancaire en tant qu'entreprise, on te demande souvent quelques lignes sur ton activité. On te dit, qu'est-ce que vous faites ? Et en fait, si ton activité, elle contient le mot crypto, déjà, je pense que dans le système, ça génère une espèce de petit drapeau rouge qui te met pas très bien. Et ensuite, si tu veux, ce que tu dis là, je pense que sur Ledger, par exemple, et sur le fait que Ledger ne détient pas la crypto pour autrui, je ne suis pas sûre que les personnes qui analysaient derrière l'activité de Ledger aient bien ça en tête. Oui. Tu vois, ça demande quand même beaucoup d'acculturation de comprendre ce que c'est qu'un exchange crypto, un portefeuille, etc. Et qui est responsable de ça ? Il y a, parce que je crois, donc, en regardant pour cette interview, j'ai vu qu'il y avait le FCB ou FBC, la Fédération des banques. La FBF, oui. Voilà, ça. Et après, j'ai vu qu'il y avait aussi, donc bon, il y a tout ce qui est ACPR, etc. Qui gère ça? Qui décide de ça? C'est les banques commerciales, c'est, je sais pas, le CEO de la banque qui a dit non, si c'est crypto, acceptez pas. Enfin... Ouais. Alors, t'as plusieurs cas. Non, la FBF ne décide pas à la place de ses membres. C'est pas son mandat. La FBF, c'est... disons que c'est la fédération des banques. Voilà. Elle représente les intérêts des banques en France. Mais après, la FBF, elle ne va pas décider de la politique de chaque banque. Okay. En revanche, elle va essayer d'harmoniser le niveau d'information dans le secteur et de remonter des informations, par exemple, vis-à-vis des pouvoirs publics ou vis-à-vis d'autres secteurs. Donc, ça va permettre d'avoir un interlocuteur commun. En revanche, là, sur le sujet crypto, tout le problème, c'est que chaque banque faisait un peu sa sauce. Okay. Et donc, tu as certaines banques où tu vas avoir un blocage parce que la direction de conformité, par exemple, va dire non, c'est très dangereux, on ne touche pas. Tu vas avoir certaines banques où c'est encore plus politique, c'est-à-dire que le patron de la banque va être anti-crypto. Tu vois, je te donne un exemple, Philippe Brassac, qui était je ne sais pas s'il l'est toujours, mais qui était le patron du Crédit Agricole pendant longtemps, avait carrément fait une tribune pour dire voilà, dans 5 ans, Bitcoin vaudra 0. Ok. Et donc, si tu veux, quand tu as des signaux comme ça du patron de la banque, tu peux te douter qu'il y a quand même un blocage au plus haut niveau pour lancer des activités crypto ou ne serait-ce qu'accepter des ouvertures de compte dans la crypto. Donc, maintenant, pour savoir exactement qui décide dans chaque banque,
il faudrait travailler au sein de ces banques. Mais du coup, c'est pas le régulateur, c'est les banques qui sont... Enfin, le régulateur impose peut-être certaines normes et après charge aux banques de... Oui, en fait, souvent, les banques vont se servir des réglementations comme argument pour refuser effectivement certains flux, certaines ouvertures de comptes dans la crypto. Alors, parfois de manière justifiée, parfois de manière moins justifiée. Exemple tout bête, tu vas avoir plein de banques qui vont refuser des flux parce qu'elles vont dire, nous, votre truc c'est intraçable, on ne sait pas tracer, et nous on a une obligation de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et donc on a une responsabilité légale sur la traçabilité des flux qui viennent, et autant on sait tracer les flux en euros parce qu'on a des contacts avec les autres banques et tout, autant vos flux crypto, nous on ne sait pas tracer, donc on ne comprend pas, et parce qu'on est responsable et que juridiquement on n'a pas le droit. En fait, elles ont le droit. C'est juste qu'il faudrait qu'elles sachent tracer les flux crypto. Okay. Mais il y a des outils aujourd'hui qui bien commencent sûr, à exister. Bah oui, il y a des outils, mais sauf que ces outils ils coûtent un peu d'argent et elles ne les ont pas mis en place. Okay. Donc en fait, tu vois que ces réglementations, ça fait partie de l'excuse, mais en réalité, c'est pas le seul sujet. Il y a aussi un sujet économique, il y a aussi un sujet politique, etc. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui lance sa boîte dans la crypto Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Est-ce que t'as des conseils en mode aller voir cette banque ou plutôt essayer de voir un conseiller que vous connaissez depuis longtemps ou pas regarder sur Internet si quelqu'un a un compte Twitter avec des cryptos dessus et qu'il est banquier ou des choses comme ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre d'options est limité, on va dire, pour les professionnels. En tout cas, pour les particuliers, c'est pas si... Voilà, tu vois, par exemple, je sais que chez des blocs, globalement, on accepte tout le monde. Il y a plein de... Enfin, voilà, puis on n'est pas les seuls. Donc, il n'y a pas de sujet pour les particuliers. Pour les professionnels, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu l'impression que les gens se passent les noms de banquiers comme on se passerait des noms de dealers pour dire, vas-y, cette banque-là, elle accepte les boîtes crypto, t'inquiète. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est en plus relativement cher. Parce que voilà, tu n'as pas 50 options, donc tu as peut-être 2-3 acteurs sur le marché. Donc, oui, il faut accepter de raquer un peu. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir d'autres patrons de boîtes crypto, de leur demander qui est leur banquier et d'essayer d'y arriver comme ça. Et mon autre conseil, souvent quand on est dans la crypto, on croit vachement à la crypto. Moi, je vous conseille de surtout pas essayer de convaincre votre banquier que la crypto, c'est bien. Ok. Parce que en fait, soit votre banquier est réceptif à la crypto, vous n'aurez pas de problème, soit il ne l'est pas et vous n'allez pas le convaincre de toute façon. Okay. Donc moi, je pense qu'il faut être très tolérant aussi envers les gens qui ont des opinions différentes. Il faut essayer d'être vraiment rassurant sur votre activité. Mais plutôt avoir un côté entrepreneur, en fait, on va faire de l'argent comme ça. En fait, voilà, soyez pragmatique avec votre banquier, soyez pas idéologue, parce que ça va être encore pire. Malheureusement, alors je comprends qu'on ait envie d'être parfois très pur et très droit dans nos bottes et tout, mais en fait, voilà, c'est un moment, c'est la vie économique d'une entreprise. Il faut savoir montrer patte blanche à son banquier. On n'a malheureusement pas le choix aujourd'hui en France. C'est très compliqué de monter une entreprise sans compte bancaire. Donc voilà, faut accepter d'être pragmatique avec ces personnes-là. Okay. Et si on ne trouve pas, est-ce qu'il y a des alternatives ou c'est mort? Si vous ne trouvez pas du tout de compte bancaire en France, oui, dans les... Partir. Non, mais même sans partir. Aujourd'hui, tu as plein de boîtes françaises, par exemple, qui sont en France, mais qui ont des comptes bancaires à l'étranger. Okay. En fait, c'est la majorité des cas, je pense, en France. Donc, qui ont des comptes bancaires au Luxembourg ou dans d'autres pays. Et souvent, ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Donc, moi, ce que je conseille aussi, d'ailleurs, c'est d'avoir plusieurs comptes. Parce que comme il y a quand même un risque qu'à un moment, vous ayez une banque qui vous ferme un compte, en amont, ouvrez 2 comptes dans 2 banques différentes. Et comme ça, vous avez un backup si jamais. Ok, trop cool. Merci pour toutes ces infos. Avant de te quitter, de te laisser retourner à ta vie chez D-Block et tout ce que vous faites, il y a un dernier concept dans le concept. Donc, en gros, j'ai mis ma famille un peu dans les cryptos. Okay. Je les ai convaincus, on va dire. Donc, ils ont acheté des cryptos. Ils s'intéressent aux cryptos. Donc, c'est hyper cool. Mais du coup, ils ont beaucoup de questions tout le temps. Et ce qui me permet aussi de, moi, faire mes sujets parce qu'ils me vont poser des questions. Je vais me dire, en fait, si ça, c'est pas clair pour eux, c'est que ça doit pas l'être pour d'autres personnes. Et donc, je leur ai demandé s'ils avaient des questions sur le sujet un peu crypto-banque, etc. Et ils m'ont dit, on a une seule question, c'est quelles sont les erreurs qu'on devrait éviter si demain, donc parce que là, ils ont investi en vue du bull run, etc. Ils ont fait tout leur plan. Si demain, est-ce qu'ils doivent retirer leur argent? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Ils ont entendu quelqu'un leur dire aussi qu'il fallait peut-être appeler la banque pour dire qu'on allait faire un virement de tant d'euros, etc., les prévenir. Est-ce que tu as un conseil, quelque chose?
Oui, je pense qu'appeler la banque, ça peut être bien. Ouais. Parce qu'effectivement, au moins, on évite que ce soit bloqué. Et, voilà, et on prévient, on montre pas de blanche. Selon le montant, ça peut être bien de se faire accompagner par un fiscaliste aussi. Ça peut être bien de pas tout faire d'un coup. Honnêtement, alors je j'ai pas envie de trop faire de la pub, mais pour le coup, là-dessus, Débloc est vraiment une super solution pour faire ce qu'on appelle de l'off-ramp, donc convertir ses cryptos en monnaie fiat, donc en euros, puisque non seulement on n'est pas très cher en termes de frais, mais en plus de ça, vous recevez direct vos cryptos sur votre compte courant, et comme ça vient de votre vrai portefeuille, de votre portefeuille à vous, il y a 0 blocage, il y a 0 demande de justificatif. Ok, donc du coup, sur Dblock, vous avez un portefeuille donc non custodial en fait. Et si moi, par exemple, j'ai mon wallet sur MetaMask, je peux importer une site directement ou est-ce que je dois faire un envoi? Tu fais un envoi, en fait, tout simple. Ça peut être depuis MetaMask, depuis Binance, depuis Coinbase, depuis ce que tu veux. Ça arrive sur ton wallet Dblock. Et là, tu fais ta conversion en un clic. Et tout passe sur ton compte courant. Et à partir de là, soit tu décides de dépenser depuis ce compte courant parce que tu as une carte Visa, tu payes ton loyer, etc. Soit tu peux décider de l'envoyer vers d'autres banques si tu utilises d'autres banques, tu fais comme tu veux. Et là, il y a vraiment 0 demande de justificatif, 0 paperasse, 0 coup de fil du banquier pour savoir ce que tu as fait, il n'y a pas de souci. Et vous acceptez toutes les cryptos? Vous avez une liste On a une liste, en fait, on accepte les principales. Aujourd'hui, notre but, nous, c'est pas d'être une application de trading avec 50 000 cryptos, c'est vraiment d'être un compte courant avec un wallet qui fonctionne très bien. Et donc, on accepte Bitcoin, Ether, des stablecoins, et on a Solana qui va arriver sous peu. Ok. Et tu peux pas... et du coup, oui, parce que si c'est non custodial, sur Dblock, on a une seed phrase. Alors, il n'y a pas de seed phrase que tu dois garder comme MetaMask, par exemple, parce que justement, ça, nous, on trouve que c'est un grand frein à l'expérience utilisateur. C'est super pénible. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la technologie MPC pour subdiviser, en gros, la clé en plusieurs parties. Et donc, tu peux, toi, exporter ta clé à n'importe quel moment, ce qui fait que si tu décides, par exemple... tu fais plus confiance à des blocs, par exemple, donc tu veux importer les Ethers qui sont sur ton wallet Dblock dans ton MetaMask. Ça, c'est un truc qui est possible, tout à fait. Donc, tu dépends pas de Dblock. Si Dblock fait faillite, tu peux toujours avoir ta clé et tes actifs. Mais le but, c'est que ça soit simple et que tu n'aies pas l'expérience utilisateur que tu peux avoir sur MetaMask ou Ledger, que j'utilise aussi par ailleurs, donc je ne leur en veux pas, mais qui est quand même beaucoup plus compliqué. Oui, bien sûr. Oui, c'est un gros sujet. Enfin, le wallet est un gros sujet dans la crypto et surtout pour les débutants. Je trouve que les deux plus gros sujets, c'est le wallet et les différentes chains. Parce que moi, je vois les débutants, ils sont là en mode, mais attends, t'as de l'Ether sur Ether, mais après, t'as de l'Ether sur Base, mais de l'Ether sur Linear. Et ils sont perdus, ils sont en mode, mais pourquoi ils sont pas tous au même endroit? Et moi, je me rappelle même à l'époque, je crois que j'avais acheté du Matic et j'avais du Matic sur Ether et du Matic sur Polygon. Et je galérais, j'étais là en mode, mais je comprends pas. Il faut bridger les trucs. Voilà, c'est ça. Compliqué. Et genre, ils sont en mode, mais attends, c'est quoi un bridge? Mais je peux pas l'échanger, mais pourquoi? Enfin, voilà. Mais du coup, pour moi, c'est les deux gros sujets. Comment tu vois, toi, la suite sur notre sujet à nous, qui est les banques? Est-ce que tu penses qu'avec le temps, banques, crypto vont coexister? Crypto va écraser toutes les banques. On va que vivre en crypto. C'est quoi ta vision là-dessus? Alors, moi, clairement, je pense que les banques vont continuer à exister. Je pense que pendant longtemps, on va vivre une sorte de coexistence de deux infrastructures. L'infrastructure euro classique telle qu'elle existe aujourd'hui, avec des systèmes d'information dans des banques commerciales, et puis les différentes infrastructures blockchain. Petit à petit, on va avoir de plus en plus d'actifs, et notamment l'euro et le dollar, etc., qui vont circuler sur blockchain, parce que d'un point de vue technique, ça permet d'optimiser beaucoup de choses. Donc, on va avoir, je pense, de plus en plus d'actifs qui vont circuler aussi sur blockchain. Et cette coexistence des infrastructures, à mon avis, elle va perdurer longtemps. Peut-être qu'à un moment, l'une va gagner, etc. Mais honnêtement, c'est difficile de penser que l'une va disparaître au profit complètement de l'autre. Je pense que on a encore quelques dizaines d'années avec une infrastructure bancaire qui reste dominante ou en tout cas importante sur le marché. Oui, moi, je suis un peu de l'avis de laisser le choix aux gens d'utiliser ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que le mieux, ce serait qu'on puisse vivre qu'avec de la crypto ou que sur de la banque, mais que on ait le choix d'utiliser soit l'un, soit l'autre. Et je pense pas que toutes les datas soient bien à mettre aussi publiques ou sur blockchain public, en tout cas. Donc, je trouve que ce parallèle-là, où les deux peuvent coexister et se faire, je sais pas comment on dirait que je parle de deux personnes, mais se faire confiance, dans le sens où aujourd'hui, comme on l'a vu, il y a plein de mythes autour de ça, et demain, peut-être qu'ils seront de moins en moins là, et que les banques accepteront les entrepreneurs crypto, etc. Enfin, j'espère.
Bah, on l'espère tous, mais c'est globalement en train de s'arranger, donc oui. Ok. Oui. Positif pour l'avenir. Positive attitude. Voilà, c'est ça. Trop cool. Ben, merci beaucoup en tout cas pour Merci à toi. d'être venu et pour tous ces insights. Et on se dit peut-être à bientôt. Ouais, merci. Salut. Au revoir.